Un appartement bourgeois à Paris. Antoine croit reconnaître sur une vidéo de militantes et militants kurdes engagés en Syrie sa sœur, pourtant déclarée morte dans un attentat au Caire 2 ans auparavant. Il décide d'enquêter. Il a un contact en Syrie, notamment un homme que l'on voit sur cette vidéo, qui lui confirme que la femme est bien une Française. Son nom d'emprunt est Chamaran. L'espoir de savoir sa sœur vivante bouleverse Antoine. Sa compagne, elle, doute de cette hypothèse. La fille avec la queue de cheval sur la vidéo en Syrie. Je viens de parler à un des mecs qu'on voit sur la vidéo. T'as fait quoi? Je l'ai eu au téléphone, mais ça a coupé. Je sais pas ce qui s'est passé. Attends, je comprends rien là. Lui, il dit qu'il a reconnu Alain? Je lui ai envoyé une photo. Je crois qu'il a réagi, mais ça a coupé. En tout cas, elle est française. Ça, il me l'a dit. Donc il a pas reconnu Alain. Il a juste dit qu'elle était française. C'est quand même dingue cette coïncidence, non? Non, mais justement, ça reste une coïncidence. Une coïncidence, ça veut dire ça, Antoine. Bienvenue dans Seriland, zoom sur la série No Man's Land. Seriland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, comme la série phénomène à voir absolument Le Jeu de la Dame, ou encore les nouveaux épisodes événements de This Is Us sur lesquels nous reviendrons en détail à la fin de cet épisode. Et puis, il y a les séries qui nous racontent l'actualité, qui nous décrivent la société du moment, ici, en France, en Europe, et parfois un peu plus loin vers l'Est. Je m'appelle Eva et vous savez désormais à quel point j'aime quand les séries deviennent des miroirs de notre monde. No Man's Land, série diffusée sur Arte, en est l'exemple parfait. Une série mêlant drame familial et thriller d'espionnage avec pour décor Paris, l'Angleterre, le Caire et la Syrie. Une coproduction internationale en 8 épisodes qui a mobilisé des équipes de production françaises, belges et israéliennes et pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur. Avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Margot Barallon et Patrick, notre voix, on a dévoré No Man's Land, une histoire conçue initialement par une équipe d'auteurs israéliens. Comme Fauda, comme In Treatment, Neama notamment, des séries à succès exportées partout dans le monde ou adaptées comme Atofim, qui donnait naissance à Homeland en 2011. Alors on est allé regarder de près, de très près même, ces séries venues d'Israël, avec une volonté comprendre le savoir-faire, l'originalité et les caractéristiques de ces fictions. Pour nous accompagner, nous avons la chance d'accueillir un des scénaristes de No Man's Land. Il est originaire de Bayonne, s'appelle Chabi Molia et mène de front des carrières d'écrivain et réalisateur, et il est l'expert de cet épisode de Seriland. Seriland, épisode 21. Bonjour Margot Barallon. Bonjour. Et bonjour Chabi Molia. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour parler avant tout de No Man's Land, mais aussi de quelques autres pépites venues pour la plupart d'Israël. Vous avez participé à l'écriture du scénario et pas seulement, on va y revenir plus précisément. Mais Chabi Molia, un argument et un seul pour convaincre nos auditeurs de regarder No Man's Land. Évidemment, on n'avait pas le droit de me dire le scénario, ça serait trop facile. Alors, un seul, c'est qu'ils ont beaucoup entendu parler de la Syrie, mais que je crois qu'ils ne savent pas très bien ce qui s'y est passé et que cette série nous le raconte, tout simplement. Avec Margot, on a beaucoup d'autres questions à vous poser, mais on va commencer par le début, c'est-à-dire l'histoire que je viens de raconter un peu en introduction. C'est celle d'Antoine qui est parti en Syrie à la recherche de sa sœur, qui est pourtant déclarée morte depuis 2 ans. Il se retrouve au cœur du conflit syrien. Il s'engage auprès des femmes kurdes du groupe YPJ. Pendant que dans le camp d'en face, celui mené par Daesh, on suit le destin de 3 jeunes Britanniques qui ont choisi de venir faire le djihad. Je vous posais la question, Chabi, pour savoir s'il fallait donner un seul argument pour la regarder. Margot, s'il en fallait un d'argument. C'est toujours dur d'en trouver un seul. Alors moi, je dirais que c'est une série qui a un regard humble. Moi, c'est ça que j'ai préféré, c'est-à-dire que elle a été écrite par des Occidentaux sur un conflit qui ne se passe pas en Occident, mais dans lequel beaucoup d'Occidentaux s'engagent. Et le regard reste avec ces Occidentaux-là, assume le fait qu'ils pourront jamais tout comprendre vraiment. C'est dit aux personnages, mais aussi finalement aux spectateurs. Et cette humilité dans le regard, je la trouve très bien vue. C'est un super compliment, merci. J'adhère totalement à ce que vous venez de dire, Margot. Moi, j'ai adoré aussi cette série parce qu'en fait, vous êtes parvenu à allier de l'intelligence et du divertissement, parce qu'il fallait aussi s'emparer de ce sujet quand même, la guerre en Syrie, et parce que vous êtes parvenu à mettre en avant des valeurs universelles, et notamment celle de l'engagement, et on y reviendra évidemment au cours de cet épisode.
Et je trouve que ce qui est très réussi, c'est qu'on est dans la fiction, mais que c'est traité quasiment de façon documentaire. Et pour moi, c'est vraiment une des forces de No Man's Land. Et ça revient à ce que vous dites, Margot. D'ailleurs, je vous propose de retrouver Antoine. On est à la fin du premier épisode. Il vient d'être capturé par des combattantes kurdes. Je m'appelle Antoine Aber. Je suis citoyen français. Vous êtes... Qui c'est qui t'envoie? T'es allé où? Vous parlez français? Faut que vous m'aidiez. Les autres, elles se plantent complètement. Je t'ai posé une question, qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu chercher ma sœur. Elle est avec vous, avec le YPG. Il s'appelle Anna. Et son nom ici, c'est Chamaran. T'as fait une belle connerie en venant ici. C'est vraiment pas le bon jour pour rejoindre Daesh. Chabi Molia, comment vous vous retrouvez embarqué dans cette aventure internationale dont le scénario, dans un premier temps, a été écrit par une équipe israélienne? J'ai des liens assez forts depuis un certain temps avec la société de production Haut et Court, qui a distribué mon dernier film, et qui avait un projet à un moment donné d'adaptation d'un de mes romans. Et voilà, et en 2018, il me parle de cette série. Au début, le rôle est censé être tout petit, le rôle que je vais jouer, c'est-à-dire il s'agit d'adapter des dialogues en français, qui ont été écrits donc d'abord par des auteurs en hébreu, retraduits en anglais pour qu'on puisse les comprendre. Et puis en fait, la participation d'Arte a fait que la portion de scènes en français a augmenté, donc on est à 40%. Donc tout d'un coup, ça devient un rôle plus important. Et puis aussi, on s'aperçoit qu'en fait, écrire des dialogues en français, c'est pas seulement, si vous voulez, quand vous écrivez des dialogues, si juste vous traduisez, vous allez avoir en fait des personnages anglais qui parlent comme s'ils étaient doublés. Donc en fait, la manière dont on parle de l'amour, la manière dont on parle de grands concepts, la manière dont on va à l'hôpital, la manière dont on dîne, tout ça est inscrit dans des codes culturels qui sont les nôtres. Donc mon rôle, c'est accru au fil du temps, et c'est devenu vraiment un rôle d'adaptation, à part endroit de création scénaristique aussi, et puis d'accompagnement ensuite sur le tournage. Alors quand vous dites accompagnement, vous avez dirigé les comédiens français. Oui. Et jusqu'au point de réaliser aussi certaines scènes. Oui, en fait, j'ai pas fait la cantine. C'est l'humilité, vous voyez, Margot. Je la retrouve. J'ai aussi joué j'ai fini aussi par jouer un petit rôle dans un épisode. Mais ouais, c'est vraiment un truc. Ça commence tout petit, comme ça, on me dit, c'est peut-être même un peu trop petit pour toi. Il s'agirait de traduire des dialogues, et en fait, au fil des mois, ça devient un vrai accompagnement. Avec cette conviction qu'on partageait, si vous voulez, avec la productrice française Caroline Benjo, c'est que souvent, dans les séries internationales, dans les projets internationaux, les acteurs français sont pas très justes. La France sonne pas juste. Alors ça tient, je pense, au fait que la France est très fantasmée de l'extérieur. Donc par exemple, dans les premières versions du pilote, Félix Moatier était très content parce que son personnage faisait l'amour à peu près toutes les 4 minutes. Parce que je pense qu'on se fait une idée comme ça du romantisme à la française. Les clichés, on l'a vu dur. Voilà. Et pourtant, de la part de scénaristes très très talentueux, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc il fallait essayer de retravailler de l'intérieur de la France ces personnages français. Et ensuite, il s'est trouvé, quand un réalisateur a été cherché pour réaliser les épisodes, ils se sont réassociés avec Oded Ruskin, qui est un réalisateur israélien, qui comprend le français, mais si vous voulez, qui ne l'entend pas comme une personne native. Et je pense que souvent, les acteurs français jouent assez mal ou plus mal que les autres dans des coproductions internationales, parce que le français est une langue assez ennuyeuse de l'extérieur. C'est une langue atone. Et donc, un réalisateur étranger, souvent, a l'impression qu'un acteur français joue trop peu. Et il s'ennuie en l'écoutant. Et donc, souvent, les étrangers ont tendance à vouloir pousser le jeu des acteurs français, ce qui fait que vous vous retrouvez dans un film de Clint Eastwood ou dans un film de Tarantino avec des acteurs français qui surjouent un peu. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas une oreille française pour les écouter. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé. Aussi, voilà. C'est ça. Ouais. C'est une histoire de musique, et c'est une histoire surtout d'absence de musicalité du français pour des oreilles étrangères. Donc en fait, la décision a été prise, comme je suis réalisateur par ailleurs, que j'accompagne le tournage, et que les scènes en français, les scènes principales en français, comme celle qu'on vient d'entendre, par exemple, je sois là pour faire la direction d'acteur. Est-ce que vous êtes beaucoup documenté avant de vous lancer dans l'écriture du scénario et ensuite dans la réalisation ?
Oui, Alors, parce je que parle de la partie documentation en fait, sur le conflit, sur la Syrie, etc. oui, alors je pense que c'est un des sujets de votre émission. Pourquoi les Israéliens sont aussi talentueux dans l'écriture? Déjà, c'est parce qu'ils ont une capacité à se documenter qui est très impressionnante. Là, en l'occurrence, les deux scénaristes principaux ont un vécu de journaliste de guerre. Ils ont aussi un passé dans l'armée, du côté du renseignement. Donc, ils ont vraiment une capacité à aller à la source et à se documenter qui est très forte. Moi, c'est vrai que c'était aussi mon souci. Donc, j'ai plutôt fait du fact-checking. C'est-à-dire, j'ai voulu discuter certaines affirmations, m'assurer que c'était juste, parce que dans mon histoire personnelle, il se trouve que j'ai perdu un ami très proche au Bataclan, et que cette série, elle est venue me percuter aussi à ce moment-là de ma vie, où je me sentais prêt à aller regarder en fait dans l'antichambre de la mort comment s'était préparée la mort de mon ami, enfin l'assassinat de mon ami. Et donc c'était très important pour moi, vis-à-vis de ses proches, qu'on raconte pas n'importe quoi sur Daesh. Et Daesh est une source de fantasmes, à peu près comme peut l'être la France, et on peut très vite dire n'importe quoi. Et on peut surtout faciliter, dire que c'est des monstres, et quand on a dit ça, on n'a rien dit. J'aimerais qu'on revienne d'ailleurs sur ce point dans quelques instants. Margot ? Alors, vous venez de raconter le travail un petit peu spécifique qu'a demandé cette série. Vous aviez écrit déjà une série Sanctuaire sur des combattants basques. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses qui sont un peu immuables entre un conflit et un autre dans l'écriture, j'entends? Oui, alors c'est ça qui était quand même, qui m'est arrivé, qui est quand même assez dingue, c'est que, alors c'était pas une série, c'était un unitaire, comme on disait à l'époque pour Canal+, sur, si vous voulez, le moment où ETA, l'organisation basque, qui est à l'origine une organisation de résistance au franquisme, bascule dans le terrorisme, donc dans une forme de fanatisme et dans l'horreur. Voilà. Ce qui n'a pas toujours été l'histoire de terre. Et moi, je raconte ça. Et donc, je dois raconter comment des gens qui sont des êtres humains, qui sont des gens convaincus, qui sont des gens éduqués, basculent dans l'inacceptable et dans l'horreur. Et comment ils basculent rationnellement. Et en fait, chez Daesh, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que chez Daesh, la terreur est un calcul politique. La terreur est un outil de communication. Et ça, il faut le regarder en face. Il faut regarder en face comment des gens, rationnellement, en arrivent au pire. Donc il y avait énormément d'échos, si vous voulez. Et pour moi, c'était la même éthique du scénariste. C'est-à-dire, ce sont nos ennemis, mais notre devoir et notre grandeur, c'est d'être au-dessus d'eux, c'est-à-dire de refuser de les simplifier et de les dégrader en disant ce sont des animaux, ce sont des monstres, et de dire non, ce sont des hommes, mais ce sont des hommes qui font des choses horribles. Ce que vous racontez vraiment extrêmement bien dans No Man's Land, effectivement. On se surprend aussi à sourire en regardant No Man's Land. C'est aussi une des forces de la série, comme ce moment où Antoine se retrouve donc dans les montagnes syriennes aux côtés des femmes kurdes, dont Saria. Avec mon unité, on est tout le temps ensemble. Un regard, un geste, ça nous suffit pour nous comprendre. Donc toi, tu la fermes et tu restes discret. Ok ? Compris. Et c'est 8 heures de marche. Ça va être très dur. Ça va, je suis en forme. Ferme-la, j'ai pas terminé. En forme ? On n'est pas dans une salle de gym à Paris, ici. Si on t'emmène avec nous, c'est seulement parce qu'il n'y a rien à craindre de Daesh là-bas. J'aime beaucoup ce passage parce que je me suis surprise à sourire alors que quand même on n'était pas dans une ambiance très souriante. Ouais. Et ça me permet de vous poser une question que vous venez d'aborder, mais est-ce qu'il n'y avait pas, dès l'origine de la Bible de la série, et puis après vous, dans votre travail scénaristique, une volonté de non-jugement, c'est-à-dire de ne pas juger les gens que vous mettez en scène, que ça soit du côté kurde, de ces femmes kurdes qu'on voit sur le terrain, comme du côté de ces jeunes Britanniques qui vont s'engager auprès de Daesh? Alors je ne sais pas si je le formulerai comme ça, mais il y avait une volonté de... Parce que évidemment, la série, elle raconte que l'horreur de Daesh, elle n'est pas du tout en train d'excuser, mais elle cherche... Vous disiez tout à l'heure que c'était une série documentaire. Oui, c'est une série en fait qui est tournée caméra à l'épaule, mais on pourrait dire qui est aussi écrite caméra à l'épaule, qui est toujours écrite à hauteur d'homme, qui va brasser une géopolitique, qui va brasser des idéologies, mais qui va le faire à hauteur d'homme. Et donc il y a une volonté qui est de se dire, cette femme combattante est une héroïne à bien des égards. Qui irait prendre une Kalachnikov pour se battre contre Daesh aujourd'hui dans la montagne? Et oui, ces djihadistes vont aller vers le pire, mais à la base, ce sont de jeunes occidentaux. Et il faut donc qu'on arrive à les mettre en scène comme tels. Et c'est marrant que vous diffusiez cette scène parce que c'est la toute première que j'ai écrite pour le film, parce que c'est une scène qu'on a utilisée pour le casting du personnage de Saria, qui a donc été joué par Souheila Yacoub. Formidable. Et dans cette scène, il y a tout le personnage, c'est-à-dire il y a à la fois
la gravité de la guerre. Mais cette gravité de la guerre, il faut réussir à en parler. Ces deux jeunes Français, qui se retrouvent dans une situation invraisemblable. Ils sont avec des armes dans la montagne, mais ils se parlent comment ? Ils se parlent comme vous et moi, on se parlerait. Donc comment est-ce qu'on fait ressortir cette trivialité, cet humour ? Où est-ce qu'on met le curseur ? Voilà, c'est une scène sur laquelle j'ai sué sang et eau. J'ai dû la réécrire 15 fois. Oui, parce qu'il faut trouver le ton qui fait que c'est pas qu'on n'est pas dans le jugement, mais c'est qu'on est dans le refus, disons, de certains fantasmes, que ce soit des fantasmes négatifs du côté de Daesh ou des fantasmes positifs, parce que ces combattantes kurdes, elles ont été beaucoup fantasmées, mais du coup aussi défigurées. Eh bien, alors je pense que le prochain extrait va révéler ce que vous venez de dire, Margot. On a bloqué aussi sur la notion d'engagement, en fait. Oui, pas bloqué dans le bon sens, mais voilà. Parce que la question, enfin, en tout cas, une des questions vraiment principales qui anime la série, c'est mais pourquoi ces personnages-là sont allés s'embarquer dans une telle galère qui demande d'énormes sacrifices ? Sinon, t'es de la famille, toi ? Ouais, un frère. T'es marié, t'as un mec ? Non. J'ai fait une croix sur tout ça quand j'ai rejoint la Révolution. C'est interdit ? Aucune forme de relation amoureuse. Pour les hommes pareils. Ça dure combien de temps, ça ? Y a pas de limite, l'engagement c'est à vie. C'est rude, ça, c'est un sacrifice comme de pas avoir d'histoire. Ah ouais. C'est un sacrifice de pas se soumettre à un homme. Arrête, si tu partages ta vie avec quelqu'un que t'aimes, c'est pas de la soumission, ça peut être respectueux. Et t'as eu du respect quand t'es venu ici sans rien dire à ta femme ? Ça n'a rien à voir. C'est vrai. J'adore ce passage. J'adore ce dialogue entre... J'aime beaucoup sa répartie. La répartie des deux. Non, mais il faut imaginer, ils se planquent. C'est quand même la guerre autour d'eux. Ils sont en plus dans une situation assez compliquée. On ne peut pas tout vous dire. Alors, c'est très compliqué à cause de vous, Chabi Molia, parce qu'il y a des rebondissements toutes les 2 secondes. Donc on ne pouvait pas prendre tous les extraits qu'on voulait, parce que sinon on va spoiler, et nous on ne veut pas spoiler dans Seriland. Mais c'est vraiment un très beau passage, je trouve. Oui, et qui illustre bien ce dont vous parliez, qui est un peu cliché, mais quand c'est bien fait, c'est toujours hyper appréciable en tant que spectateur, qui est d'incruster la petite histoire intime dans la grande histoire, avec tous ces tenants et aboutissants géopolitiques qui parfois échappent un peu au commun des mortels. C'est la 2e scène que j'ai écrite. Elle était aussi. On a bien visé. Elle était aussi et on utilisée pour le casting. On jure qu'on ne s'est pas parlé avant, on est d'accord. Non, mais c'est bien, ça prouve que c'est des scènes qui sont très représentatives en fait des personnages. Enfin, c'est une scène aussi que j'ai dû écrire pour les essais des comédiens. Et vous avez raison, c'est une série sur l'engagement. Et aujourd'hui, l'engagement, c'est très exotique pour nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que des jeunes gens, un beau jour, quittent leur vie, quittent l'Occident pour rejoindre une cause qui, avant d'être une cause territoriale, est une cause morale. Voilà. Du côté de Daesh, il y a une utopie. C'est un monde théocratique, un monde où les femmes seraient au service des hommes. Et en face, il y a une autre utopie, qui est l'utopie, au contraire, d'une société égalitaire, une société qui accorderait aux femmes une place que même l'Occident ne leur donne pas. Et ces 2 utopies, par un hasard de l'histoire, vont se trouver confrontées sur le même territoire. Et donc, vous avez de part et d'autre des gens qui croient en quelque chose. Et cette croyance, moi, ça me bouleverse. Et Félix était comme moi, Félix Moati, le personnage principal. On était sidérés d'apprendre que... On sait que des Français ont rejoint Daesh, mais on sait beaucoup moins que des Européens, des gens du monde entier, sont allés rejoindre ceux qui se battaient contre Daesh. Et donc, on a voulu en rencontrer avec Félix. Donc, ça fait partie du travail préparatoire aussi, de rencontrer des engagés volontaires aux côtés des Kurdes et d'essayer de voir qui étaient ces personnes. Et ce qui nous frappait à chaque fois, c'est qu'elles avaient pris le métro 10 minutes avant et personne dans le métro n'aurait pu dire cette personne-là, 4 mois avant, elle était dans les montagnes avec une Kalachnikov en train de risquer sa vie. C'était des personnes qui étaient comme vous et moi, mais qui un beau jour avaient ressenti un appel vraiment avec un grand A, celui d'une cause plus grande qu'eux et plus nécessaire qu'eux.
au point que leur vie soit secondaire par rapport à cette cause. Alors, ce que vous racontez très bien dans la série, parce que là, effectivement, on a accès sur les deux personnages principaux, donc incarnés par Félix Moati et par Soyela Yacoub, qui sont formidables tous les deux, et Mélanie Thierry, donc qui joue le rôle d'Anna, mais tous les rôles secondaires sont extrêmement importants, et notamment ces gens que vous imaginez, donc ces Occidentaux qui ont rejoint le camp kurde, que vous décrivez très bien. Il y a un Anglais, il y a un Américain, ils viennent de partout, et pour à chaque fois des raisons extrêmement différentes. Et je trouve que c'est extrêmement bien raconté, ce détail-là, à quel point on peut s'engager et pour quelles raisons. Eh ben, parfois, ça tient à des questions intimes, parfois, ça tient à des questions plus globales, de valeurs universelles. Et vraiment, encore une fois, je trouve ça extrêmement bien réussi, Chabi Molia. Merci. Voilà. Et on voulait profiter également de ce coup de cœur et de ce coup de projecteur sur No Man's Land pour revenir avec Margot sur l'incroyable vitalité des séries produites en Israël. On a fait une petite sélection de pépites à voir. Vous nous direz si vous les avez vues, ces séries, Chabi Molia. Je vous dis tout de suite, moi j'ai dû me réfréner parce que la liste, elle était beaucoup trop longue. On va commencer avec Clémence Olivier, c'est notre sérivore de Seriland. Elle va vous offrir sa recommandation et son histoire de la semaine. Retour sur Our Boys, une série qui a fait bondir le Premier ministre Netanyahou. Clémence Olivier, agent coulisses de Seriland. Il y a une série israélienne dont le monde entier a entendu parler grâce au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'était pourtant tout ce qu'il voulait éviter. Cette série, c'est Our Boys. Quand Our Boys sort en août 2019, le Premier ministre israélien est furibond. Mais avant de vous expliquer pourquoi, il faut d'abord que je vous donne le pitch. Our Boys, c'est une série produite avec HBO qui s'inspire d'un épisode traumatisant de l'histoire récente d'Israël. L'enlèvement et le meurtre de 3 jeunes Israéliens par des militants islamistes du Hamas, puis l'assassinat d'un jeune Palestinien par des ultra-orthodoxes. Ces événements ont conduit à la guerre de Gaza en 2014. Dans la série, on suit l'enquête des services secrets israéliens pour retrouver les coupables du meurtre du Palestinien. Donc là, ils sont à Chouafat où a eu lieu l'enlèvement. Les dernières images dont on dispose ont été prises par la caméra de surveillance d'Angel. Ensuite, ils continuent vers la forêt. Donc, ils sont venus le premier soir, ils ont choisi une victime au hasard, ça a raté. Ils sont revenus le lendemain, avec un autre homme. Ils ont kidnappé un garçon, de façon aléatoire. Et c'est bien ça qui chagrine Benjamin Netanyahou. Lui s'attendait à ce que la série s'attarde sur l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens. Alors quand il découvre à la télévision que ce n'est pas le cœur de la série, il s'emporte. Sur son compte Facebook, il écrit un message au vitriol affirmant que Our Boys est antisémite et qu'elle contribue à salir la réputation d'Israël. Évidemment, les créateurs s'en défendent, ils assurent que l'objectif était de donner la parole à tous les protagonistes. Dans la série, ils montrent d'ailleurs chaque personnage, chaque communauté, avec ses zones d'ombre, ses contradictions, qu'ils soient juifs, ultra-orthodoxes, musulmans ou sympathisants du Hamas, cette organisation islamiste palestinienne. Mais Netanyahou ne veut rien savoir, il va même plus loin en demandant à ce que les Israéliens boycottent Channel 12, la chaîne qui diffuse Our Boys. Pour info, c'est également cette chaîne qui a multiplié les révélations sur les affaires de corruption qui visent le Premier ministre. Sauf que cet appel n'a pas l'effet escompté, loin de là. Pourquoi ? Parce que son appel au boycott fait le tour des médias internationaux. Du New York Times au Monde, en passant par El País, au Globo, The Guardian, tous écrivent sur la série qui a mis en colère Netanyahou. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ces titres-là, ma seule envie, c'est d'aller me faire ma propre opinion. En d'autres termes, de foncer voir la série. D'ailleurs, dans le documentaire Israël, terre de série, disponible sur MyCanal, l'un des créateurs de Our Boys, Haggai Levy, estime qu'il n'aurait pas pu connaître meilleure publicité. Dans l'extrait qui suit, il se réjouit que ça attire les spectateurs du monde entier. I was very happy. I mean, I knew that this is going to be a huge thing for the series, and a lot of people are going to watch it now in Israel and abroad. So that was the greatest thing. De là à dire que les audiences ont explosé, bon, je peux pas vous le confirmer, je n'ai pas les chiffres précis, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Israël, Channel 12 a gagné quelques téléspectateurs après l'appel au boycott. Et puis, il y a une autre source de satisfaction pour les producteurs. La série, diffusée en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, a également été un succès critique.
En 2019, elle a cartonné aux Ophir, l'équivalent des Césars en Israël. Elle a remporté pas moins de 13 récompenses, dont celle de meilleure série dramatique et de meilleur scénario. Maintenant que vous avez envie de regarder cette série, on va quand même vous dire où vous pouvez la trouver. Our Boys, c'est une série HBO en 10 épisodes. Elle est disponible sur MyCanal. Chabi Molia, vous l'avez vue cette série ? Non, pas encore. Je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment très très bien. Chabi Molia, vous êtes scénariste, vous êtes réalisateur, mais aussi auteur. Votre dernier roman vient de sortir, Des jours sauvages, aux éditions du Seuil. Dans un précédent roman, les premiers, vous évoquiez les super-héros français. Est-ce que vous êtes féru de super-héros ? Alors, je suis pas Et de séries de super-héros. Ouais, j'aime bien. Je suis pas un grand connaisseur comme certains de mes amis. J'ai pas grandi, par exemple, avec toutes les bandes dessinées et tout ça. Mais oui, le super-héros me passionne. Après, quand il est français, ça m'intéresse encore plus parce que, au fond, je me souviens avoir commencé ce livre en me disant mais pourquoi ça marche pas ensemble, super-héros français ? Enfin, pourquoi un super-héros, quand il est américain, ça marche, mais s'il s'appelle Bernard, tout d'un coup, on se dit non mais c'est pas possible, c'est forcément une parodie. A priori, vous me disiez, je peux le dire en coulisses ou pas ? Vous m'avez raconté. Oui, bien sûr. Que ça pourrait être possiblement adapté en série, ce roman-là ? Oui, c'est un projet, mais qui a, je pense d'ailleurs, beaucoup de sens parce que, moi, ça m'intéresserait justement. Il y a pléthore de séries de super-héros aujourd'hui. De toute façon, il y a pléthore de séries. Donc, il faut aller. Nous, les créateurs, il faut qu'on aille vers des propositions singulières. Et je crois que celle-là, on serait vraiment une. Bernard en cap et en collant. Voilà, mais qui serait pas une parodie, vous voyez, c'est ça qui serait, c'est ça le défi, c'est que, moi quand j'ai écrit mon livre, c'était ça, au bout de 5 pages, je me suis dit, si c'est juste une blague, ça marche pas. Puis surtout nous qui sommes, vous voyez, épris d'égalité, parfois de manière extrême, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on deviendrait de nous si tout d'un coup il y avait 6 d'entre nous qui pouvaient voler au-dessus de Paris ? On serait fascinés, mais on serait jaloux aussi, vous voyez, très vite je pense que ça s'envenimerait. On attend l'adaptation, vraiment. Eux ont été considérés aussi comme des héros en Israël. Ce sont des soldats retenus en otage au Liban pendant 17 ans et qui finalement finissent par rentrer chez eux. Atoufim, c'est le nom de cette série qui raconte cet épisode, est une immense série à voir sur arte.tv. Allô ? Nourrit, Ouais. c'est Ilan Feldman. Ah, bonsoir, Ilan. Je te dérange pas ? Non, pas du tout, je suis en train de faire la cuisine. Il faut que je te parle, c'est important. Je t'écoute. J'ai reçu un coup de fil de Tzvika Harel du cabinet du Premier ministre. Il y a du nouveau, les négociations ont abouti. Un accord a été signé. Ah oui ? Ouri est vivant. Il va rentrer. Alors, si tout le monde n'a pas encore vu Atoufim, en revanche, vous êtes très nombreux à avoir vu Homeland, qui est la version américaine d'Atoufim. Moi, j'avoue avoir une préférence pour la version israélienne parce qu'à mon sens, la psychologie des personnages, de tous les personnages, est extrêmement plus travaillée et on est plus dans la nuance que dans Homeland. Pas de grosse polémique autour d'Atoufim quand la série est sortie, même s'il y a un regard très critique sur l'action du gouvernement pour protéger ces hommes. En revanche, Margot, il y a une série qui a été vivement contestée. Très contestée, mais immense succès en même temps. C'est la série Fauda. C'est 3 saisons disponibles sur Netflix. Fauda, ça veut dire le chaos en arabe. Et l'histoire, c'est celle d'une unité de l'armée israélienne qui est spécialisée dans l'infiltration des territoires palestiniens et surtout des milieux terroristes palestiniens. Donc des soldats juifs, mais qui parlent parfaitement l'arabe et qui sont capables de se fondre dans le paysage. On s'en doute, c'est une série assez violente, très dure. Voici un extrait. C'est 2 membres de cette fameuse unité spéciale qui discutent juste après avoir torturé un otage palestinien pour le faire parler. Ça va pas ? Je sais pas comment vous faites. Hein ? T'as déjà vu un chien recevoir l'ordre d'attaquer ? T'as déjà vu ça ? Je l'ai vu dans des films, oui. Et qu'est-ce que t'en as retenu ? On lui dit d'attaquer, il attaque sans hésiter. Exactement. Il hésite pas une seconde. Il attaque pour tuer sans réfléchir, parce que c'est ce qu'on lui a dit de faire. Et s'il se fait tuer au passage, il s'en fiche.
Et nous, Nourid, nous, on est comme ces clébards-là. On a été entraînés pour ça. Les chiens sont affamés et battus. Nous, on a reçu des coups. Tous les soirs, pour nous endurcir. Et maintenant, dès qu'on nous donne l'ordre d'agir, eh ben on attaque. L'extrait, je le trouve intéressant parce qu'au-delà du sens très immédiat, très littéral qu'il peut avoir après une séance de torture, on peut y voir une métaphore plus globale dans cet endroit du monde qui est rongé par un conflit qui dure, qui semble n'en pas finir, où chacun en fait semble aussi conditionné finalement à la haine et au rejet de manière quasi pavlovienne. Et je trouve ça assez intéressant. Alors la série a été très critiquée parce que donc elle est israélienne, écrite du point de vue israélien. Elle a été écrite d'ailleurs par deux hommes, un qui est un ancien membre de ces forces spéciales et un autre qui est un ancien journaliste de guerre, encore une fois. Ce que les détracteurs de la série lui reprochent, entre autres, c'est même si les deux côtés sont humanisés ou déshumanisés d'ailleurs selon leurs actes, elle passe complètement sous silence la réalité au quotidien de la colonisation des territoires palestiniens par Israël. Donc ça, c'est ça qui a été très critiqué et je trouve ça intéressant parce que ça illustre la difficulté aussi pour ces séries israéliennes qui sont produites dans un pays très particulier, avec une histoire très particulière. Elles ont quelque part toujours un devoir de s'ancrer dans cette histoire-là et d'en rendre compte. Complètement. Vous les avez vus à tout film ? Et non. Et Fauda non plus ? Non, Fauda, c'est mon père les a dévorés là en 2 jours, donc c'est dans ma liste de choses à voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la création en Israël en matière de séries, mais aussi de divertissement, il n'y a pas que les séries, les divertissements aussi sont très présents, ça explose depuis une quinzaine d'années dans ce pays où la télévision est arrivée très tard. La première chaîne date de 1968. Et Olivier Joyard, qui est l'auteur de cet excellent documentaire dont nous parlait Clémence Olivier tout à l'heure dans sa chronique Israël, terre de séries, a plusieurs explications concernant ce foisonnement créatif. D'abord, il dit ce que vous dites, Margot, c'est-à-dire qu'il y a des vies intenses et des échos de la guerre qui sont partout et donc qui alimentent aussi ces récits. Il parle aussi d'une tradition littéraire qui est très forte, une prolifération d'écoles de cinéma. Il en a compté 8 ou 9 dans un petit pays finalement. Et puis aussi, et moi c'est ça qui m'intéresse, le manque de moyens, qui nécessite forcément une forme d'originalité, qui oblige en fait les équipes à construire des récits efficaces, qui sont souvent centrés sur l'humain, plus que sur des effets spéciaux incroyables. À titre de comparaison, écoutez bien, le budget du pilote d'Homeland, c'est-à-dire le premier épisode de la version américaine, le budget en question de cet épisode-là représente le budget de 2 saisons d'Atout Film. Donc on est dans des proportions mais qui n'ont rien de comparable en fait. Et cette créativité-là, elle va s'exprimer dans tous les genres. Donc là, on l'a vu avec des séries noires, très sérieuses, mais il y a aussi dans ce flot de création originale des séries qui jouent sur l'émotion. Et je pense notamment à Beatty Pool, qui a été ensuite adaptée aux États-Unis et qui est connue sous le nom de In Treatment. On l'a rebaptisée en français En Analyse. Alors, série très simple, parce qu'on est chez le psy. Consultation dans un cabinet de psy avec chant et contre-chant. Le décor est très simple. Ce sont des joutes verbales qui rappellent parfois certains dialogues de Woody Allen. Le format s'est exporté partout dans le monde. La 20e adaptation, elle sera française avec aux manettes Éric Toledano et Olivier Nakache. Les épisodes sont prêts. Ça sera la série événement de la rentrée 2021, toujours sur Arte. Ça sera sans doute au mois de février, mais ça, je ne vous l'ai pas dit. Et avec Mélanie Thierry. Et avec Mélanie qui est allée Thierry, tourner exactement. ça juste après No Man's Land. Vous avez eu des échos de cette série ? Oui, Mélanie était terrifiée à l'idée de la masse de textes qu'elle devait apprendre, parce que vous imaginez, c'est des face-à-face, c'est quasiment du monologue. Et elle m'a dit, ce que tout le monde dit du travail de Nakache et Toledano, c'est que c'est un travail d'une extraordinaire précision. Et elle était ravie du tournage, donc je pense que ce sera formidable. Alors ce sera extrêmement intéressant à regarder parce que les consultations chez le psy dans la version française sont post-attentat 2015, donc il y a aussi un contexte qui a été... Oui, c'est ça, ça se passe vraiment au lendemain des attaques du Bataclan, donc il y a ce choix de cet ancrage, c'est casse-gueule. Je sais que moi, justement, ayant été touché de près, ça me questionne, mais en même temps, je pense que ce sera fait de manière... très juste. C'est le parti pris de Toledano et Nakache et on a hâte de voir cette série. Alors les comédies, elles ne sont pas absentes non plus de cette production israélienne. Je vous en signale que 2 que j'aime particulièrement, mais après je vais arrêter, sinon on en a pour 2 heures. La première, c'est Nehama, elle est disponible sur MyCanal. Elle raconte le quotidien d'un quadra, il s'appelle Guy Nehama. On le retrouve d'ailleurs à l'hôpital avec sa femme. Alors il faut vous expliquer, il est très hypocondriaque et dès qu'il a un petit problème, il pense qu'il a un cancer. Bon là, il a eu un peu mal au cœur et il pense qu'il vient de faire un infarctus. Si je meurs, tu me remplaceras.
J'en sais rien, je laisserai passer un peu de temps. Tu attendras la fin du deuil et tu iras voir Acid Vora. Tu sais qu'il a des vues sur toi? Arrête de dire n'importe quoi, je lui plais pas. Si. Non. Je comprends pas qu'il te fasse rire. J'étais le plus comique quand j'avais 24 ans. Tu te rappelles, Tamar? J'étais un comique exceptionnel. Et toi, tu me remplaceras quand je serai morte? Bien sûr. Tu lui présenteras les enfants? Ils font partie de ma vie. Tu laisserais une autre femme vivre dans notre maison? Une fille de 19 ans voudra jamais vivre avec 5 enfants. Tu vois? L'humour, c'est ça. Être original sur des sujets importants. Douloureux, mais hilarant. Pas comme cet imbécile d'Acid Vora. Tu te souviens quand on avait fait l'amour dans une grotte et que j'avais attrapé la maladie des caves? Après, on avait recommencé à Non, l'hôpital. je vais pas C'était coucher bien, avec toi ici. Allez, sois pas négative. Tu fais un électrocardiogramme pour ta crise cardiaque, non? Je vais pas me déshabiller ici. Tu peux rester habillé. C'est bientôt mon anniversaire, t'as pas oublié? Début de mois, jour férié et anniversaire. Oh, c'est vrai. Fais-le pour la patrie. Alors, je dois vous dire une chose, c'est que je vous les conseille vraiment en version originale, ces séries. Alors qu'on ne comprend pas un mot, effectivement, de ce que disent les comédiens, mais il y a une musicalité dans l'hébreu qui fait que c'est beaucoup plus fort et dans le ton, enfin, tout est beaucoup plus juste que dans les versions françaises. Alors, juste pour finir avec Nehama, en fait, c'est sa femme qui va mourir dans un accident de voiture. Je vous spoil rien, c'est vraiment au tout début du premier épisode. Il va se retrouver veuf, père de 5 enfants, à lui de surmonter le deuil, de gérer la vie de famille, et puis... Comme si ça suffisait pas, il va décider au même moment d'assouvir son rêve, c'est-à-dire monter sur scène pour un spectacle de stand-up. C'est vraiment très réussi. Et autre série dont je suis fan, c'est On the Spectrum. C'est sur France.tv. Ça met en scène 3 jeunes gens. Ils sont colocataires, ils sont tous les 3 autistes et difficile pour eux de s'adapter au monde et aux autres, même quand il s'agit de passer un entretien d'embauche. Décrivez-moi ce que vous pensez être vos points forts en tant qu'employé. Je suis super doué en informatique, on peut même dire que je suis un génie, c'est un point fort, je crois. Très bien. Continuons. Vos points faibles à présent? Je sais pas si c'est vraiment un point faible, mais j'aime pas qu'on m'impose de faire des choses ou qu'on me pose des questions en général. Et je préférerais ne pas devoir partager un bureau avec d'autres personnes. Mais ça, je pense pas que ce soit vraiment un point faible. Attendez. Et j'aime pas qu'on me coupe la parole. Voilà, comme ça c'est dit. Ça s'appelle On the Spectrum, ça c'est sur France.tv. J'ai rarement vu une série qui parle aussi bien de l'autisme, c'est vraiment formidable. Avec un casting extraordinaire. Vous l'avez vu cette série? J'ai vu des extraits et c'est extraordinaire. Enfin, je pense que ça tient à des comédiens. Je crois qu'il y a des projets d'ailleurs de l'adapter dans d'autres pays et je me dis c'est un vrai défi parce que ça tient à des acteurs extraordinaires qu'il faut découvrir absolument. Est-ce qu'on a accru votre liste de séries qu'il faut voir? Oui. Alors, du coup, j'ai envie d'en ajouter une. Je n'en connais pas beaucoup des séries israéliennes, mais moi, j'avais regardé False Flags, qui est en fait la première réussite de ce trio, Amit Cohen, Ron Lechem au scénario, Oded Ruskin à la réalisation, qu'on retrouve derrière No Man's Land. Et c'est une série d'espionnage, mais justement faite avec cette... Israelian touch, c'est-à-dire dans une énergie, dans une économie de moyens et une vérité qui est époustouflante. On est bien d'accord. Alors ici, à Seriland, Chabi Moyen, on est très très gourmand. Donc on a fait une liste d'une dizaine de séries, mais on en veut toujours un peu plus, quitte à dévorer des séries. Autant vous faire partager nos coups de cœur des dernières heures. C'est l'objectif de cette deuxième partie de cet épisode de Seriland. Et cette semaine, il y a 2 séries qui sont particulièrement au cœur des conversations. La première, c'est la série Phénomène de Netflix qu'on n'avait pas du tout vue arriver, Margot. On est bien d'accord? C'est ça. Et je pense que si personne ne l'avait vu venir, la série s'appelle Le Jeu de la Dame. C'est probablement à cause du sujet qui est quand même un sujet de niche, on va pas se mentir, puisque ce sont les échecs. Donc nous sommes aux États-Unis dans les années 60. L'héroïne de l'histoire s'appelle Beth Harmon. C'est une orpheline qui va donc découvrir les échecs. Ça devient une passion, une obsession, un talent aussi, puisqu'elle se mue en grande championne. Alors le scénario est finalement assez mince. Mais avec ça, Scott Frank arrive à faire une série absolument passionnante puisqu'on va suivre le parcours de Beth Harmon comme celui finalement d'une athlète de haut niveau. Parcours difficile parce que quand on est une femme qui veut jouer aux échecs dans les années 60 qui plus est, c'est pas gagné. Écoutez par exemple ce qui se passe quand Beth essaie de disputer son premier tournoi alors qu'elle n'est pas classée. What's your rating? I don't have a rating. Have you ever played in a tournament before? No, Are you sure you want to do this? I'm sure. We don't have a women's section. I'll put you in beginners. I'm not a beginner.
Doesn't matter. Pas de section féminine, donc on l'envoie direct avec les débutants. Elle se laisse pas faire, hein. Et ça va pas être la seule fois qu'elle sera pas prise au sérieux parce qu'elle est une femme dans un monde d'hommes. C'est d'ailleurs assez jouissif de la voir les renvoyer tous dans leur corde les uns après les autres. Le jeu de la dame, c'est vraiment une série très féministe de ce point de vue-là. Ce qui est génial aussi, on parlait de documentation dans la série, c'est que là, elle est très très documentée. C'est quand même l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Garry Kasparov, qui a été consultant sur la série. Pour la petite anecdote, il a même appris aux acteurs à bouger les pions et appuyer sur le bouton de l'horloge comme des vrais pros. Alors j'ai appris donc qu'il y avait une manière d'appuyer sur les boutons de l'horloge comme des pros, mais c'est pas pour autant réservé aux fans d'échecs. Alors ça, on est bien d'accord. Moi, je déteste les échecs, je n'y comprends absolument rien. Et je suis restée fascinée devant mon écran jusqu'au 7e et dernier épisode. Bon, le personnage principal est formidable, elle est extrêmement bien jouée. Elle a un côté sulfureux, mais comme il faut. Puis elle a un charme fou, avec ses tenues sorties d'un musée de la mode. Parce que ça compte aussi dans la série. Oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté, mais les tenues sont souvent à damier. La costumière a fait un énorme effort pour rappeler les échecs dans les costumes. C'est vous dire si la série vraiment s'intéresse aux moindres détails. En fait, ce qui est très réussi, moi j'ai trouvé, c'est d'avoir filmé les tournois d'échecs comme n'importe quelle compétition sportive. Les commentaires d'ailleurs ressemblent à ceux des commentateurs de sport à la radio, on pourrait les imaginer sur le foot. Et les échiquiers sont souvent laissés hors champ, ce qui fait que si vous ne comprenez rien, et je suis comme Eva, je ne joue pas très bien aux échecs, c'est pas très grave. En fait, la caméra se concentre vraiment sur les joueurs, la joueuse, donc leurs expressions, leurs frémissements. C'est vraiment comme ça que la tension monte, et même quand on ne comprend pas ce qui se passe, eh bien on finit par devenir accro. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et effectivement, comme Eva, j'applaudis l'actrice principale, Anya Taylor-Joy. Elle est formidable. Elle a 24 ans et elle est absolument bluffante. Ça vous a donné envie de jouer aux échecs ou pas, Margot ? Non, parce que j'ai quand même toujours ce souvenir cuisant des quelques défaites quand j'ai appris à jouer, et vraiment, non, c'est pas pour moi. Moi, j'y joue beaucoup en ce moment avec mon fils, et donc je viens de commencer à plonger dans cette série. Je l'ai regardée hier soir. Alors, je suis un peu en désaccord avec vous, c'est-à-dire que je pense en fait que les échecs, c'est très cinégénique. Et c'est d'ailleurs par hasard s'il y a eu un certain nombre de films sur les échecs, parce que même si on n'y comprend rien, c'est quand même un face-à-face. C'est une lutte à mort. C'est hyper violent, les échecs, en fait. C'est comme la boxe. Oui, et c'est très bien rendu dans la série. Et donc, en fait, la ça pression passe par des jeux de regard et une tension, en fait, qui se prête vraiment beaucoup, je trouve, au langage cinématographique. Et puis, c'est le génie des anglo-saxons, c'est aussi de savoir nous intéresser à des sujets qui, a priori, ne peuvent pas nous intéresser. Une des grandes séries, je trouve, de ces dernières 20 années, c'est Friday Night Lights, qui est une série sur le football américain. Oui. On ne comprend rien au football américain, et c'est une série qui plaît beaucoup, et pas seulement à des fans de foot, pas seulement à des mecs. Voilà. Donc ça, c'est le talent de la narration anglo-saxonne. C'est la bonne surprise de Netflix, parce qu'on n'avait pas prévu de vous en parler. On a vu arriver, mais bon, sans plus. Voilà, exactement. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais ça vaut vraiment le coup. Et frémissement ? puis c'est aussi joli de voir une série comme ça trouver son audience par le bouche à oreille. Exactement, sans acteurs connus, sans de grands noms derrière la réalisation ou le scénario. Comme quoi, la création est extrêmement importante et essentielle à nos vies. J'ai bien dit essentielle. De mon côté, retour sur une série que beaucoup d'entre vous connaissent, qui m'a valu quelques litres de larmes quand j'ai découvert les premiers épisodes, This Is Us. Alors je rappelle l'histoire pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est le destin d'une famille à deux époques différentes. Celle d'un couple, Jack et Rebecca, on est dans les années 70. Ils vont devenir les heureux parents de 3 enfants en 1980, des jumeaux et un petit garçon qu'ils vont adopter. Et en parallèle, on va donc découvrir l'histoire de ces enfants devenus adultes. Et la série est construite sur d'incessants allers-retours dans le temps. Pour moi, c'est un bijou d'écriture et de réalisation. Et ça a été, en tout cas pour moi, encore une fois, la série de l'année 2016. Et je ne sais pas pourquoi. Et je suis désolée, mais je n'ai aucun argument. J'ai lâché. Voilà, on en arrive à la 5e saison, là. Au bout, je pense que j'ai arrêté à la 3e saison, alors que je trouve ça formidable. Mais c'est parce que vous regardez trop de séries. Je regarde peut-être trop de séries, peut-être trop de mélos, je ne sais pas. J'ai arrêté. Mais il y a 2 nouveaux épisodes de la saison 5 qui viennent d'être mis en ligne sur MyCanal. Et je voulais vous en parler. D'abord pour vous dire que l'affection qu'on peut avoir à l'égard de ces personnages est intacte, même quand vous avez zappé plusieurs épisodes. Et puis surtout, les scénaristes ont intégré à cette histoire un certain virus. Well, the clinical trial is officially postponed. After all that. Thank God Mama Miguel went to the cabin before St. Louis. She says she's comfortable. She'll ride it out there. Tom Hanks got it. Hanks got the corona? Hanks got the corona. Oh, I gotta call Kate. Randall. No, it's Tom Hanks' bet. She gotta hear this from me. People gonna wake up now.
Alors vous venez d'entendre Randall qui est face à sa femme, il dit être rassuré de savoir sa mère confinée dans un chalet avec son compagnon, et la femme de Randall, elle est en train de pianoter sur son ordinateur et elle lui annonce que Tom Hanks a la Covid, et il s'avère que c'est l'acteur préféré de Kate, la sœur de Randall, qui va s'empresser d'appeler sa sœur pour la prévenir, et il termine cette séquence en disant « Les gens là vont enfin se réveiller et comprendre qu'il y a une vraie crise ». Alors moi je suis assez bluffée par l'écriture des 2 premiers épisodes. La Covid est omniprésente, mais quand je dis omniprésente, c'est-à-dire que les actrices et les acteurs sont masqués dans la plupart des scènes, comme ils le seraient dans la vie en fait. Il y a les interrogations, les peurs, les agacements tels qu'on les vit depuis quelques mois. Je vous conseille de découvrir ces épisodes vraiment. Xavier Molia, qu'est-ce que vous avez regardé depuis le début du confinement ? Alors moi j'ai des séries refuges, donc Friends, que je revois et revois. La série refuge. Ouais, et c'est bon, c'est une merveille d'écriture. Et puis en ce moment je regarde une série allemande qui s'appelle Babylon Berlin. Je pense qu'il y a le plaisir qui est sans doute un peu similaire au vôtre avec les séries israéliennes, c'est-à-dire ça fait plaisir quand même d'entendre une autre langue que l'anglais, de voir surgir des comédiens qu'on n'a jamais vus et qui sont magistraux. Et puis c'est une très très belle série sur la montée du nazisme, une reconstitution d'époque. C'est des enquêtes policières dans un Berlin un peu décadent, fascinant, avec une vie nocturne incroyable. C'est porté par une comédienne dont je ne connais pas le nom, j'ai honte, mais qui est merveilleuse. Et voilà, donc pour moi c'est à voir. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour toutes les recommandations dans cet épisode de Série-Land qui s'achève. Merci Margot. Merci infiniment Chabi Molia de nous avoir accompagnés. No Man's Land est à déguster sur Arte ou sur arte.tv. C'est mon coup de cœur de ces derniers mois. Je me répète, le dernier roman de Chabi Molia, Des jours sauvages, est édité au Seuil et je vous le recommande également, même s'il est question d'un virus. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série. C'est Clémence Olivier qui l'a dégotée. Elle est signée Joey Tribbiani dans Friends, alias Matt Leblanc. Tu ne peux pas fêter Thanksgiving sans dinde, c'est comme un 4 juillet sans tarte aux pommes ou un vendredi soir sans 2 pizzas. À bon entendeur, et bonne Thanksgiving à tous ceux qui la fêteront le 26 novembre prochain. Dans le prochain épisode de Série-Land, je vous propose une rencontre formidable avec la productrice d'une série culte, Isabelle Camus. Elle viendra nous raconter tous les secrets de fabrication de Un gars, une fille, série préférée des Françaises et des Français, selon un récent sondage. Série-Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par ma fée, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé avec l'équipe de Sérivore, composée de Clémence Olivier, Margot Barallon, Magali Buteau et Tristan Barraud. Si cet épisode vous a plu, le prochain devrait vous séduire. Restez à l'écoute et puis surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, de vos séries préférées. Le groupe Facebook de Série-Land est là pour vous aussi. Vous le savez, désormais, il y a une seule règle dans Série-Land, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.